Écoutez, bonsoir à tous, content de vous retrouver. Donc, on améliore un petit peu notre formule à chaque fois, plutôt que d'avoir uniquement la tête du président de l'IFM et de Christian Buchet. C'est beaucoup plus sympathique d'avoir comme ça un certain nombre de panélistes qui peuvent relayer et diversifier un petit peu nos questions. Donc, on est très heureux de saluer François Ollier. Un grand merci. Nous sommes très heureux de savoir et de le voir reconduit à la tête de cette magnifique institution qui est l'IFREMER, qui pilote un petit peu tout ce qui concerne les sciences de la mer. Et dans le cadre du 7 mer, on avait monté, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a très longtemps, en partenariat avec l'IFREMER, ce colloque dont j'ai retenu la date, c'est 99. Voilà, je le montre, on avait fait ensemble sous la mer le 6e continent, c'était 3 journées, dans une approche un peu différente. Première journée, l'imaginaire généré par le fond des mers, là c'était les littéraires qui étaient à fond dedans. Deuxième journée, l'histoire de la pénétration de l'humain sous la mer, là c'était les historiens. On avait une troisième journée qui était très belle entre Xavier Le Pichon, Dercourt, etc. Donc, vraiment, je garde un excellent souvenir de cette rencontre. Et vous êtes en plus, Monsieur le Président, vous le savez, depuis l'origine, l'un des partenaires des Mardis de la mer, contribuant à diffuser nos Mardis de la mer, qui explique que nous avons toujours de plus en plus de monde. En tous les cas, un très grand merci d'être là. Et pour nous parler, bien sûr, des sciences océaniques et les défis de l'IFREMER. Alors, on est très heureux de vous avoir là. Il y a les étudiants qui vous attendaient. On a eu il y a quelques jours l'arrivée de Persévérance sur Mars. Et c'est vrai qu'on connaît mieux presque la surface de Mars que le fond des mers. C'était l'un de vos prédécesseurs qui disait un jour, dans le cadre des Mardis de la mer, en disant, vous savez, c'est quand même pas évident le fond des mers. Ça équivaut à explorer de nuit les Alpes avec une lampe électrique. Alors bon, je vais vous demander de nous parler un petit peu de vos lampes électriques, un petit peu quelles sont les perspectives. On parle de l'arrivée sur Mars ou de la récupérer des échantillons en 2026, peut-être arriver en orbite autour de Mars aux alentours 2031. Alors, au fond des mers, sur notre planète qui contient la quasi-totalité des solutions, pour reprendre l'expression du Grenelle de la mer, eh bien, que va-t-il, que nous attend-il, et surtout, quelles sont un peu vos différentes perspectives? Alors, je suis heureux de saluer l'ensemble des panélistes, les étudiants, les différents représentants, saluer en particulier mon président de l'Académie de Marine. C'est toujours un plaisir de retrouver Xavier de la Gorce. Et puis, comme toujours, Monsieur le Président, c'est le président, décidément, il y a beaucoup de présidents, le président de l'Institut français de la mer, Eudry Blier, qui, de manière toujours très personnalisée, donc accrochez votre ceinture, je dirais, introduit notre intervenant. Merci, Christian. Monsieur le Président, la mer a pris son temps pour vous faire venir à elle, mais elle a fait une belle conquête. Né à Paris, passant votre jeunesse à Lyon ou à Grenoble, c'est d'abord la terre et la forêt qui vous inspirent. Alors, à votre sortie de Polytechnique, c'est l'École nationale du génie rural des eaux et forêts que vous choisissez avant de faire un doctorat à l'Université Claude Bernard à Lyon. Vous êtes habilité à diriger les recherches et vos travaux personnels portent sur les inventaires forestiers, puis sur l'écologie et la modélisation des forêts et des plantes. Vous commencez votre carrière comme chef de projet en évaluation des ressources forestières à l'Inventaire forestier national, aujourd'hui IGN, avant de créer l'équipe de recherche dynamique des systèmes forestiers de l'ENGREF et de l'INRA à Nancy. Et puis, de 1994 à 1997, vous dirigez l'Institut français de Pondichéry en Inde. Vous découvrez des facettes d'un pays auquel vous resterez attaché. Vous travaillez dans un contexte très différent de celui connu jusque-là et vous acquérez une précieuse expérience internationale. Vous prenez ensuite la tête de l'Université mixte de recherche botanique et bioinformatique de l'architecture des plantes. Et puis en 2002, vous rejoignez l'Institut national de recherche agronomique. Vous y êtes chef des départements forêts et milieux naturels, puis écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques, directeur scientifique plantes et produits du végétal, directeur général délégué en charge de l'organisation des moyens et de l'évaluation scientifique. Vous en devenez président-directeur général en juillet 2012 pour un mandat de 4 années unanimement apprécié. Dans cette période, vous remettez au gouvernement 2 rapports sur la recherche et l'innovation dans le domaine de l'agriculture et de la filière bois, et puis un 3e au ministre de l'Éducation nationale et à celle de l'enseignement supérieur et de la recherche, dressant un état des lieux et formulant des recommandations sur un sujet qui vous tient à cœur, les sciences participatives en France. À la suite de ce rapport, une charte nationale a été élaborée puis signée en 2017. De septembre 2016 à septembre 2018, vous passez du monde de la recherche à celui de l'université. Ces 2 univers complémentaires, voire contrastés. Et quelle université? Vous êtes administrateur provisoire puis président de l'université Sorbonne Paris-Cité,
Cette communauté rassemblant les universités Sorbonne Nouvelle, Paris Descartes, Paris Diderot et Paris 13, ainsi que l'Institut d'études politiques de Paris, l'Institut de physique du globe de Paris, l'Institut national des langues et des civilisations orientales, l'École des hautes études de santé publique et la Fondation Maison des sciences de l'homme. En tant que président de cette université, vous dirigez l'initiative d'excellence Université de Paris, sélectionnée en mars 2018 dans le cadre de programmes d'investissement d'avenir. Et puis, en septembre 2019, l'Océan vous appelle enfin. Vous êtes nommé président-directeur général de l'IFREMER, fonction dans laquelle vous avez été reconduit il y a quelques jours. Ainsi, vous avez été longtemps un homme de mer qui s'ignorait, même si dans votre rapport de 2016 sur les sciences participatives, vous puisez dans la métaphore maritime pour parler d'un archipel d'initiatives et de pratiques, des écueils avant d'arriver à bon port, de tenir le cap dans le respect mutuel, des bonnes pratiques pour naviguer de conserve ou d'armer le développement des sciences participatives. Et le monde maritime vous a adopté, car vous êtes pétri de bien des valeurs qui sont celles des gens de mer. Vous en avez la simplicité. Vous avez la réputation d'un homme de terrain, de contact, à l'écoute de tous vos interlocuteurs. Vous êtes un homme de partage. Vous promouvez les sciences participatives. Pour irriguer la curiosité scientifique dans les quartiers populaires, vous avez été vice-président de l'association des petits débrouillards et vous ne dédaignez pas la bande dessinée dont vous êtes friand pour partager rêves et connaissances. Vous êtes un fédérateur. Vous avez une vision internationale et vous êtes un grand promoteur du rayonnement scientifique français. Et pour conclure, je tiens à vous dire combien vous avez fait plaisir à l'Institut français de la mer dans l'interview que vous avez donnée au Télégramme le 6 février dernier à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux de l'IFREMER. Vous avez déclaré « L'océan est un bien commun, la connaissance aussi, l'IFREMER doit donc s'ouvrir à la société ». La reconnaissance de l'océan comme bien commun, c'est un sujet pour lequel l'IFM se bat depuis plusieurs années et que vous l'évoquiez comme une évidence et pour nous une belle récompense. Merci et merci d'être là. À vous la parole. Écoutez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci d'abord pour ces mots très, très aimables. Effectivement, je ne suis pas un homme initialement de la mer, mais je prends un immense plaisir à découvrir les activités de l'IFREMER, mais aussi plus généralement une communauté que je trouve attachante, et puis voilà, un univers, un monde, un bien commun qui est effectivement, qui mérite d'être découvert, qui reste une frontière de la connaissance. J'ai pris l'habitude, j'ai présidé, comme vous l'avez dit, l'INRA, et quand j'ai pris mes fonctions à l'IFREMER, je me suis assez rapidement rendu compte qu'on consacrait infiniment moins de temps, de ressources et d'énergie à la mer qu'on en consacre à la terre. Alors, j'ai préparé une intervention dont je ne sais pas si vous avez pu la récupérer, et donc, parce que je n'arrive pas à la partager avec les uns et les autres, et donc je vais essayer de la partager avec vous. Oui, elle a l'air d'être apparue. Bah, parfait. Donc, on va faire ça à deux mains et je m'en excuse, mais je n'ai pas été capable de faire marcher la technique comme ça a été remarqué par quelqu'un il y a un instant. Voilà, alors j'ai prévu, avec l'accord du président Riblier, d'intervenir finalement en 3 temps pour laisser du temps aussi pour des questions intermédiaires. Dire d'abord un mot sur l'IFREMER dans son écosystème de recherche, avec qui on travaille, ce que nous représentons en France. Ensuite, je parlerai plus des grandes infrastructures de recherche, notamment de la flotte océanographique française, mais pas que, parce que c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Et puis, je terminerai dans le 3e temps, si je n'ai pas été trop long, par des choses qui sont plus relatives à des missions relatives à l'innovation, à l'océanographie opérationnelle ou à ce qu'on fait sur la surveillance du littoral. J'ai sans doute préparé quelque chose d'un peu trop volumineux et j'espère donc que vous voudrez bien m'en excuser. Je commenterai juste le titre « Sciences océaniques, belles, utiles et partagées » en disant que, évidemment, l'océan en tant que frontière de la connaissance mérite ce qualificatif de beau, pas seulement pour la beauté qu'il peut avoir en tant que tel, mais voilà, connaître des mondes qui ne sont pas connus. Vous évoquiez tout à l'heure les plongées les plus profondes. Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a effectivement une forme de beauté.
Mais l'Ifremer, c'est aussi un établissement public à caractère industriel et commercial. Et donc, à ce titre-là, nous devons rendre des services. Et donc, il y a bien une forme d'utilité de la science que nous devons produire. Et puis partager, parce que comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, moi, je suis attaché au lien avec la société. Et donc, je pense que nos connaissances, elles ont vocation à être largement non seulement diffusées, ouvertes, mais aussi partagées. Alors, sur la diapositive d'après, donc l'Ifremer et son écosystème. Désolé de vous. Et on va passer juste directement à la suivante. Bon, l'Institut Ifremer est connu comme, je pense, une référence en France et dans le monde. Donc, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui date de 1984. Il a une particularité, c'est que quand vous regardez ses statuts, vous y trouvez le qualificatif durable. Alors, j'ai cru au départ qu'il avait été inscrit dès 1984 dans le décret. Ce n'est pas le cas. C'est en fait Jean-François Münster qui, en 2002, l'a fait inscrire dans les statuts de l'Institut. Mais enfin, alors qu'on est entré dans la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, c'est finalement quand même pas mal que d'avoir ce terme durable dans nos statuts. C'est aussi, d'ailleurs, si vous regardez les autres organismes de recherche internationaux qui s'intéressent à la mer, un institut qui est assez atypique dans le paysage. Je vais prendre l'exemple de nos collègues japonais. Nous avons deux homologues au Japon. Celui qui fait plutôt des géosciences marines, JAMSTEC, et puis celui qui s'intéresse à l'halieutique et à la pêche, le Fisheries Research Agency. Et donc, dans l'Ifremer, il y a effectivement cette cohabitation entre deux cultures initiales qui fait que cette chose-là n'est pas si fréquente que ça dans le paysage international. Et puis, je vais passer rapidement sur les questions de moyens, mais nous sommes par ailleurs l'opérateur de la flotte océanographique française. Et quand j'ai été nommé à l'Ifremer il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, la première question que toutes et tous me posent, c'est et la flotte, où en est-on? Et donc, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Il faut avoir en tête que cette flotte océanographique, elle est au service de toute une communauté scientifique de plus de 3000 scientifiques du CNRS, du Muséum national d'histoire naturelle, des universités et de l'IRD. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc l'Ifremer, c'est en gros 1500 chercheurs, ingénieurs, techniciens qui font de la recherche, de l'expertise, de l'innovation. Si vous rapportez ça, alors c'est sans doute le plus grand organisme de recherche dédié à la mer en Europe. C'est le seul qui soit complètement dédié à la mer en France. Mais comme vous le verrez dans un instant, ce n'est pas le seul à travailler sur la mer. Mais rapporter les 200 et quelques millions d'euros que j'évoquais sur la diapositive précédente, ou ces 1500 personnes, si vous rapportez à ce que j'ai connu quand je m'occupais d'agriculture et d'agronomie, on est à peu près à 1/5 des effectifs ou des moyens qui sont consacrés à l'agriculture et à l'agroalimentaire en France. La différence étant que, en revanche, il y a beaucoup d'universités marines en France, alors qu'il y avait peu d'universités qui s'intéressaient à l'agriculture et à l'agronomie en France. On représente sur la diapositive suivante à peu près un quart des compétences françaises en sciences et technologies de la mer. Et donc, on est effectivement sans doute reconnu, connu, repéré. On est peut-être un élément fédérateur ou un catalyseur, comme on le dit souvent. Mais il faut avoir en tête que quand vous additionnez les techniciens, les chercheurs, les ingénieurs, les doctorants, les enseignants-chercheurs, les post-doctorants, il y a près de 7000 équivalents temps plein qui se consacrent à la mer dans le domaine scientifique en France. C'est une étude qui a été faite récemment. Et donc, c'est finalement plus d'ailleurs que ce qu'on pensait. Et l'Ifremer n'en représente en gros qu'à peu près un quart. On peut peut-être voir la diapositive d'après. J'essaie de les passer en même temps moi-même sur ma propre machine, comme ça me permet de voir tout. Et donc, vous verrez d'ailleurs, et je crois que c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête, je crois qu'il y a des jeunes étudiants qui sont partie prenante, c'est que sur ces 7000 équivalents temps plein qui s'intéressent aux sciences et technologies de la mer en France, eh bien, il y en a quand même 1/5 qui sont des doctorants. Et qu'on a tendance souvent à oublier cette population particulière. Il y a bien sûr à peu près un tiers de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, mais vous avez ensuite donc un volume important de doctorants, 1/5, et puis de post-doctorants qui en représentent 7%. Si je continue sur l'Ifremer, sur la diapositive d'après,
On a la particularité par rapport à d'autres établissements, à part le fait qu'on est le seul qui soit dédié aux sciences et technologies de la mer en totalité, d'être présent sur l'ensemble des façades de l'Hexagone, de Boulogne-sur-Mer jusqu'à Bastia. Alors, on est principalement brestois. Vous évoquiez l'inauguration du siège ici au centre de Bretagne où je suis actuellement, il y a maintenant à peu près 3 semaines. Donc, évidemment, on est très breton, mais on est présent donc, sur l'ensemble des façades de l'Hexagone. Et puis, sur la diapositive suivante, nous sommes aussi présents dans les 3 grands océans de la planète. Alors, on y est, je dirais, directement, puisque nous avons des laboratoires de plus ou moins grande taille en Polynésie, à Saint-Pierre, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, en Martinique, en Guyane et très ponctuellement, puisque c'est une seule personne, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Puis on est aussi présent dans les 3 grands océans, et j'y reviendrai tout à l'heure, par la flotte océanographique française qui a la capacité de se projeter aussi bien dans le Pacifique que dans l'océan Indien ou dans l'océan Atlantique. Et ça fait aussi une singularité, une particularité de l'Institut. Si je poursuis encore sur la diapositive d'après, vous avez là la cartographie des 7000 équivalents temps plein. Donc ces 7000, ce n'est pas l'IFREMER, c'est l'IFREMER, le CNRS, les universités, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, le CHOM, le Muséum national d'histoire naturelle. Alors on voit clairement qu'en gros, il y a à peu près 50% 25% des recherches, des compétences qui sont localisées en Bretagne. Vous en avez à peu près un petit 25% aussi que vous retrouvez en Méditerranée. Vous en avez encore à peu près 25% qui sont sur la façade atlantique hors Bretagne. Et puis le reste, en région parisienne, sur la Manche et dans les Outre-mer, représente le dernier quart. Alors nous, notre représentation géographique est un peu différente. L'Ifremer est principalement breton, mais il est aussi donc nantais, et occitan et puis toulonnais. Il est aussi boulonnais. Et puis donc, comme je l'ai insisté tout à l'heure, ultramarin. Si on va sur les 2 diapositives suivantes, c'est pour vous donner une idée de sur quoi travaillent ces 7000 personnes ou ces 7000 équivalents temps plein. Le premier sujet sur lequel ils se focalisent, c'est l'environnement, la surveillance et l'observation côtière. C'est ça qui finalement absorbe le plus des scientifiques aujourd'hui. Ensuite, vous trouvez l'océanographie physique et chimique, et l'ingénierie océanographique, donc tout ce qui est plutôt l'océanographie classique, puis la biologie marine, puis les activités humaines. Et pour être sincère, l'IFREMER est très présent sur les 3 premiers sujets. Il est moins présent sur ce qu'on met sous activités humaines. Vous y retrouveriez par exemple l'économie de la mer. Nous avons quelques compétences dans ce domaine-là, mais nous ne sommes pas très très forts dans ce domaine, que vous retrouvez d'ailleurs après aussi sous droit et socio-économie marine. Et puis, dernière diapositive un petit peu technique pour planter le décor, c'est finalement à quoi servent ces recherches et quels sont les points d'application. Quand vous regardez les 7000 personnes qui s'intéressent aux sciences et technologies de la mer, vous en avez à peu près un quart qui font des recherches marines de base, principalement dans les universités au CNRS, mais aussi un peu à l'IFREMER. Vous en avez un gros quart qui s'intéresse à l'environnement, beaucoup à l'IFREMER, mais aussi dans les universités et au CNRS. Et puis après, vous en avez un peu sur les ressources biologiques marines. Et donc, vous pouvez penser ici immédiatement à tout ce qui relève de l'halieutique et de la pêche. Vous en avez un peu, mais pas tant que ça finalement, sur les ports, alors que c'est et les transports et les infrastructures, alors que c'est un élément essentiel de l'économie maritime. Vous en avez à peu près pareil, 7% sur les énergies marines renouvelables. Vous en avez un tout petit peu sur les biotechnologies. Donc, vous avez ici une carte thématique de qui fait quoi en termes de grandes disciplines et puis de localisation en sciences et technologies de la mer. Pour revenir maintenant à ce que nous faisons à l'IFREMER et quels sont nos grands objectifs, nous avons 3 grandes finalités qui guident nos activités de recherche, d'innovation et d'expertise au service du développement durable. La première finalité, c'est celle de la connaissance pour protéger, pour restaurer les écosystèmes marins, pour s'intéresser à ce bien commun que vous avez voulu souligner tout à l'heure. Et donc, on s'intéresse là aux questions qui sont relatives aux interactions entre le climat et l'océan. Vous savez que
l'océan a dû absorber à peu près 93% de l'excès de chaleur généré par les gaz à effet de serre. S'il n'y avait pas l'océan, nous ne serions pas là aujourd'hui. Il ferait bien trop chaud sur notre planète. Mais vous savez qu'en contrepartie, l'océan s'acidifie progressivement. Vous savez sans doute aussi que la biodiversité marine, qui est, on dit parfois que ça représente 80% de la biodiversité de la planète. Je ne suis pas tout à fait certain de ces chiffres parce que quand on essaie de documenter les éléments sur la biodiversité, on voit que les statistiques évoluent tous les 4-5 ans à une très grande vitesse. Et donc une biodiversité marine qui est très importante, mais qui est menacée aussi bien par les contaminations, les pollutions, que par l'acidification ou par la surpêche, si on s'intéresse à la biodiversité halieutique. Donc ça, c'est le premier grand objectif que nous avons, y compris de plus en plus des questions de restauration des écosystèmes marins qui commencent à émerger. La deuxième grande finalité, c'est de gérer durablement les ressources marines. Bon, l'IFREMER s'appelle l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Et donc, oui, le qualificatif durable s'applique, mais donc gérer et exploiter les ressources marines, que ce soit des ressources biologiques, la pêche, la conchiliculture, si on s'intéresse au littoral et à la côte, mais que ce soit aussi les ressources biologiques profondes. J'aurai quelques illustrations tout à l'heure sur ce qu'on peut faire avec des bactéries, des environnements profonds, mais aussi les ressources physiques, que ce soit les énergies marines renouvelables qui sont en plein développement ou que ce soit les ressources minérales profondes dont on a beaucoup parlé il y a une vingtaine d'années, voire un peu plus, dont on a moins parlé, dont on reparle aujourd'hui, mais qui restent pour l'instant beaucoup un sujet d'exploration et qui ne sont pas aujourd'hui un sujet d'exploitation. Et puis la troisième grande finalité, c'est de partager des données, de partager des informations marines. Je l'évoquerai tout à l'heure en parlant d'océanographie opérationnelle. Mais nous gérons et nous générons, avant de les gérer d'ailleurs, un grand volume de données marines qui peuvent fournir un certain nombre de services, alors à la fois en termes d'océanographie, au transport maritime, aux activités portuaires, mais aussi aux citoyens, à la surveillance. Et donc, il nous paraît important que cette dimension numérique de l'océan qui est en train de s'affirmer soit aussi prise en compte. Voilà en gros les trois grandes finalités de nos activités. Et alors, on le fait au service du développement durable. On a l'habitude de toujours citer ce 14e objectif du développement durable, mais en fait, nous sommes aussi concernés par l'objectif, le deuxième, celui sur l'alimentation. On est concernés par celui qui concerne l'énergie. On est évidemment concernés par le climat. Et donc, on a tous ces types d'activités qui sont importants. Sur la diapositive d'après, l'IFREMER, si vous vous êtes intéressé un moment par sa trajectoire ou par ses projets ou par ses stratégies, dispose d'un contrat d'objectifs et de performance qu'il a signé avec l'État, comme chacun des établissements publics de recherche est amené à le faire. Et dans ce contrat d'objectifs et de performance, il y a une grande priorité scientifique qui a été annoncée, alors qui peut paraître une banalité, mais qui est de dire qu'on veut essayer de comprendre, pas seul, mais avec nos partenaires, les CNRS, les universités, comprendre et prédire les évolutions de l'océan au XXIe siècle. Et alors ça peut paraître une banalité, mais quand on discute par exemple avec nos collègues qui sont à Lieutte, ceux qui s'intéressent donc à la pêche, aux poissons qui sont pêchés, ils avaient en tête jusqu'à encore assez récemment des modèles où l'océan ne se réchauffait pas, l'océan ne s'acidifiait pas, les populations de poissons ne se déplaçaient pas autrement que de façon saisonnière. Aujourd'hui, quand on va penser l'halieutique, j'y reviendrai tout à l'heure, on est obligé de la penser dans un environnement qui est changeant. Donc on est obligé de penser en termes d'évolution de l'océan, de modifications assez profondes, et on ne peut pas raisonner comme si on avait juste à découvrir des choses qui seraient cachées au fond de l'océan. Voilà, il y a une évolution profonde et c'est ça le sens de cette grande priorité scientifique. Sur la diapositive suivante, alors j'ai voulu illustrer ici quelques-uns des sujets qui nous concernent. Évidemment, il y a tout ce qui est l'évolution de l'océan physique à l'horizon de la fin de ce siècle.
Et il y a notamment toute la question du changement global et du changement climatique, et puis de la montée du niveau de la mer, mais aussi du réchauffement. Dans les sujets qui nous intéressent, et je l'illustrerai à propos de Mayotte tout à l'heure, il y a la compréhension des événements qui peuvent être des événements extrêmes, alors, en l'occurrence événements géologiques, mais aussi événements climatologiques. Il y a la question de la compréhension de ce qui se passe à l'interface entre l'océan et puis le plancher océanique. Il y a la question majeure de la réponse de la biodiversité et des écosystèmes au changement global. Et puis après, il y a les questions relatives à l'évolution des organismes marins dans le cadre du changement global. J'avais envisagé de vous parler de l'huître perlière en Polynésie française, du fait qu'on s'intéresse aujourd'hui à la génétique, à la physiologie de l'adaptation de l'huître perlière au changement climatique. Et puis après, il y a l'insertion dans les grands sujets que nous avons, l'insertion de nos approches dans ce qu'on appelle des socio-écosystèmes, puisque les écosystèmes marins sont gérés, sont utilisés, font l'objet de conflits d'usage, et qu'il y a donc des véritables systèmes sociaux qui sont pris en compte. Diapositive d'après. Alors, pour vous donner des exemples très brefs de choses que nous faisons, nous nous intéressons à la sélection génétique de l'huître perlière du Pacifique, alors à la fois pour améliorer les perles, leur qualité, leur lustre, leur couleur, mais aussi pour voir comment elles peuvent s'adapter au réchauffement climatique, ce que j'évoquais tout à l'heure. On s'intéresse aussi à l'effet de l'acidification des océans sur les poissons. Donc, deuxième type d'exemple assez concret. On fait aussi des travaux sur les effets de la pollution plastique, microplastique, nanoplastique, sur la fécondité, par exemple, des huîtres et sur leur reproduction. Deux autres exemples pour donner une image un peu peut-être superficielle et rapide. Donc à l'IFREMER, on l'a vu avant, il y a des biologistes, il y a des physiologistes, et puis il y a aussi des gens qui s'intéressent, qui font des géosciences et qui s'intéressent à la manière dont les atolls se sont formés. Et puis nous avons évidemment des océanographes qui s'intéressent à la manière dont le changement climatique est en train de modifier les courants marins qui sont profonds. Je ne rentre pas plus dans ces détails, il y aura quelques autres illustrations de ce que nous faisons après. Et je voudrais terminer cette première partie un peu générale, peut-être un peu techno à certains égards, en vous disant qu'on est dans un contexte assez remarquable. Et si on part de l'international pour descendre sur l'Institut, contexte remarquable, il y a une décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable qui vient de démarrer. Et donc, c'est quand même une forme d'attention particulière de la communauté mondiale, de la planète, pour la question océanique. Vous avez une mission européenne qui est présidée par quand même l'ancien directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, ancien commissaire européen, qui s'appelle Starfish 2030 et qui vise à restaurer la santé des océans, des mers et des eaux côtières et intérieures, et qui sera probablement doté par la Commission européenne de moyens importants pour faire de la recherche dans les années qui viennent. Vous avez eu récemment un comité interministériel de la mer qui s'est réuni au Havre en janvier dernier et qui a par exemple parlé de la programmation du renouvellement de la flotte océanographique française, sur lequel je vais revenir, qui a beaucoup mis l'accent sur le déploiement des énergies marines renouvelables, qui va quand même être une évolution majeure dans les années qui viennent. Et on voit qu'il y a beaucoup de questions qui nous sont posées sur les impacts et les conflits d'usage qui sont liés aux énergies marines renouvelables. Ce CIMER a aussi parlé des grands fonds marins en essayant de reformuler une stratégie nationale dans ce domaine. Et puis, il y a par ailleurs, le président de la République, en décembre 2019, avait annoncé un grand programme prioritaire de recherche océan-climat qu'on va piloter ensemble, CNRS et IFREMER, et qui va beaucoup s'intéresser aux questions non seulement de climat, mais aussi de biodiversité marine, à la fois dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Et puis nous-mêmes à l'IFREMER, on vient d'adopter un plan d'investissement scientifique exceptionnel dont je donnerai quelques illustrations dans la suite. Donc on est dans un moment assez particulier où j'ai l'impression que tant au niveau national qu'européen, international, il y a une attention pour la mer, d'une part, et puis une attention pour les recherches marines, d'autre part. Voilà, donc ça c'était peut-être, Président, le premier temps de ce que je pouvais vous dire, et puis après je passerai sur la flotte, puis je passerai sur un certain nombre d'autres illustrations de choses que nous faisons.
Ce que je vous ai dit là est peut-être un petit peu technocratique, mais c'est une manière de vous présenter l'Ifremer, ce qu'il est et là où il se trouve et ce qu'il fait de façon un peu large. Je perds le partage d'écran. J'espère que j'arriverai à le retrouver tout à l'heure. Vous avez réussi parfaitement, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Oui, mais c'est toujours plein d'inconnus. Voilà, est-ce qu'on a quelques questions sur cette première partie? Christian, tu n'as pas ton micro. Voilà, on n'a pas beaucoup de questions encore, mais je pense que… Vous allez nous reparler tout à l'heure de votre grand plan d'investissement et de son financement. Je peux vous en dire un mot maintenant. Il se trouve, alors c'est une histoire qui est intéressante. Vous savez peut-être que l'Ifremer, il y a maintenant quelques dizaines d'années, avait investi dans une société qui s'appelle Collecte Localisation Satellite, qui est basée à Toulouse, et qui s'est fait une spécialité de l'usage des données spatiales pour des activités de surveillance, mais par exemple, c'est aussi Collecte Localisation Satellite qui centralise l'ensemble des données qui servent à mesurer l'élévation du niveau de la mer, les 3, quelques millimètres par an d'élévation du niveau de la mer. Eh bien, cette statistique-là, elle est notamment produite grâce à l'activité de CLS. L'Ifremer avait donc investi dans cette société et puis, pour des raisons de pacte d'actionnaires, nous avons été amenés à sortir de cette société, donc de façon obligatoire. Et les quelques centaines de milliers d'euros de francs qui avaient été investis il y a maintenant quelques dizaines d'années sont devenus plusieurs dizaines de millions d'euros dont nous avons pu disposer, dont nous allons disposer dans les années qui viennent et que l'État a bien voulu nous réallouer, ce qui n'était pas si évident que ça. Il aurait très bien pu, dans la période actuelle, souhaiter les utiliser pour d'autres choses. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est quand même une marque d'intérêt de l'État et de la société en général pour la recherche océanique que de nous avoir laissé cet argent. Et en fait, on va l'investir dans trois grandes choses un peu différentes que j'illustrerai d'ailleurs pour partie dans mon propos. La première chose, c'est qu'on va réinvestir cet argent-là dans des infrastructures de recherche. Je vous parlerai par exemple du réseau de balises Argo dans un instant. Je vous parlerai de l'observatoire sous-marin qu'on veut installer à Mayotte, puisque vous savez que la Terre tremble à Mayotte depuis maintenant bientôt 3 ans et qu'on y a découvert un volcan sous-marin de grande ampleur. On va l'investir aussi dans des outils d'exploration profonde pour avoir un robot, un nouveau robot qui descende à 6000 mètres de profondeur. Donc voilà un premier volet. Le deuxième volet de ce plan d'investissement va être plutôt dédié à l'innovation et au numérique. L'idée, par exemple, nous avons déjà réinvesti une partie des produits de la vente des actions de CLS dans une autre société qui se trouve être une filiale de Collecte Localisation Satellite, qui s'appelle Kineis. Et avec le CNES, qui est un partenaire de longue date, on investit donc dans cette filiale parce qu'elle va lancer une constellation de nanosatellites et que nous sommes convaincus qu'il y aura des applications en termes d'Internet des objets marins, que ce soit par exemple pour faire des filets connectés qu'on puisse retrouver et qu'on ne perde pas en mer, ou que ce soit pour placer des balises sur des animaux dont on souhaite suivre la trajectoire. Vous avez peut-être vu que dans l'année écoulée, on avait marqué des thons rouges, enfin il y a un peu plus d'1 an maintenant, et qu'on les avait marqués au large de Malte et que l'un d'entre eux est allé vers l'Écosse et puis est retourné vers le Canada, puis est revenu dans la Méditerranée. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas voilà, des capteurs et des balises pour le faire. Donc l'Internet des objets marins, ça peut être aussi bien des objets vivants que des navires ou des objets inertes comme des filets. Voilà, donc on veut pouvoir se servir aussi de cet argent pour investir dans un certain nombre de sociétés. Et donc, on est par exemple aussi très concerné par la question de l'aide aux petites entreprises, aux PME, aux startups qui voudraient se développer dans le domaine de la mer. Et l'Ifremer a donc pris quelques participations dans le passé. On voudrait pouvoir faire ça de façon plus systématique. Et puis la dernière chose qu'on veut faire avec ce plan d'investissement, c'est pouvoir développer des chaires qu'on a appelées des chaires bleues,
CHAIRE, au pluriel, des chaires bleues, des sciences marines de la durabilité. Et les premières chaires qui seront, la première qui sera ouverte sera à Nantes. Et je ne sais pas encore exactement quel sera le sujet qui sera retenu, mais parmi les sujets qui nous intéressent, il y a la question des recherches sur le lien entre la mer et la santé. Et donc, on voudrait pouvoir attirer un chercheur, une équipe de talents sur les relations entre la mer et la santé. Voilà, donc l'usage qu'on va faire de ce plan d'investissement scientifique exceptionnel. Très courte question avant de reprendre votre présentation, une question double. Un auditeur demande y a-t-il des liens avec le CHOM, et on reçoit une question de Gilles Bessereau, précisément de l'Académie de Marine, qui est ancien directeur du CHOM, vous questionnant sur votre perception, la perception du paysage français face aux enjeux marins, la perception de l'adéquation du paysage français face aux enjeux. Vous évoquez la comparaison par rapport à la Terre, qui représente finalement une petite partie par rapport au domaine maritime français. La particularité, si vous regardez la comparaison terre-mer, après, qui est à prendre avec beaucoup de précautions. Et puis, si vous regardez, par exemple, la comparaison, mettons, Allemagne-France sur la mer, ça permettra comme ça d'avoir deux points de repère un peu différents. Évidemment, si vous regardez l'organisation des recherches, et je parle ici que de recherche, je ne vous parle pas du secteur maritime ou du secteur marin dans son ensemble et de son économie. Évidemment, on a une très grande différence. Moi, j'ai présidé l'INRA, qui en plus vient de fusionner avec un autre établissement. Le budget de l'INRA doit être à peu près 4 fois de INRAE aujourd'hui, 4 fois celui de l'IFREMER. Les effectifs doivent être à peu près de 5 fois ceux de l'IFREMER. Donc, vous pouvez dire on consacre beaucoup plus de moyens à la terre qu'à la mer, et c'est une partie de mon argument. Inversement, si vous regardez toujours la Terre, vous verrez que l'INRA représente 70 à 80% des recherches en agriculture, en agronomie, en agroalimentaire. L'IFREMER n'en représente que 20% ou 25%, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous avez un système français sur la mer qui, par rapport à celui qui est sur la Terre, est beaucoup plus distribué. Il est distribué le long des façades, il est distribué entre établissements. Sorbonne Université, à Paris Centre, est quand même une très belle université marine, en plein cœur de Paris. La 4e université marine française, c'est Toulouse, à cause du spatial. Donc voilà, donc vous avez un système qui est par essence plus distribué, avec les avantages de la distribution. C'est vivant, c'est stimulant, ça peut être concurrentiel. Et puis, il y a quelques inconvénients, c'est qu'à certains moments, c'est un petit peu fragmenté. Et par exemple, si vous regardez les recherches sur le milieu littoral et sur le côtier, vous allez avoir la répétition tout le long du chapelet des villes littorales françaises, à peu près des mêmes sujets de recherche répétés sans fin. Et donc, vous pouvez dire que ce n'est pas toujours très efficace. Donc voilà, est-ce qu'on y consacre tous les moyens qu'on devrait y consacrer? Je pense que globalement, quand même, quand j'ai dit l'autre jour à Madame Girardin qu'on devait consacrer à peu près 1,5 milliard d'euros, si vous sommez les universités, les INRAE, etc., au monde de la recherche agricole et agronomique, et puis qu'on doit faire moins de la moitié sur la mer, voilà, après… on ne va pas rapporter ça au kilomètre carré de ZEE versus au kilomètre carré de terre, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, que peut-on en dire? Voilà. En tout cas, la France n'investit peut-être pas complètement autant. Enfin, en tout cas, moi, quand je suis arrivé, j'étais un peu surpris, effectivement, par à la fois cette fragmentation par rapport à mon passé, et puis par rapport par des moyens pas forcément colossaux. Si vous comparez à l'Allemagne, vous avez une autre image. Vous avez une quinzaine d'instituts de recherche marine allemands. Ils viennent de se fédérer dans une alliance, mais vous avez quand même une quinzaine. Alors, on ne les connaît pas tous. On pense tous à Geomar, Alfred Wegener Institute, et puis Marum, et puis à quelques autres. Parfois, il y en a quand même une quinzaine. Donc, le système allemand n'est pas beaucoup plus centralisé que le système français. Il est tout aussi distribué. Cela dit, là où en France, on vient de mettre 40 millions d'euros sur un programme prioritaire de recherche océan-climat, sur 6-7 ans, les Allemands viennent de mettre 100 millions d'euros sur 4 ans pour en gros fédérer les différents établissements de recherche marine allemands. Et donc, à la fois, l'Allemagne est moins organisée que nous et puis est capable aussi d'y mettre des moyens plus significatifs.
Dernier exemple que connaît bien Gilles Bessereau, où regardez, dans un instant, je vous parlerai de flotte océanographique française. La flotte océanographique française est singulière à plusieurs égards. Bon, c'est une des 3 ou 4 plus grandes dans le monde, les 3 premières en Europe. C'est la seule qui soit unifiée. C'est-à-dire que si vous regardez la flotte allemande, c'est 3 ou 4 propriétaires de navires. La flotte française, il y a un seul propriétaire de navire, plus les terres australes et antarctiques françaises pour le Marion du Fred. Donc nous sommes le seul pays à avoir unifié la flotte. Quand je discute avec mes collègues anglais que j'ai découvert avec plaisir, nous sommes les seuls à pouvoir faire travailler ensemble la marine nationale et l'Ifremer sur des navires. Ils n'ont pas été capables de faire ça à l'étranger dans la plupart des cas. Nous sommes la seule flotte à être capable de faire à la fois de la recherche, de l'appui aux politiques publiques, politique commune des pêches, et puis de partenariat avec les entreprises. Donc on est à la fois parfois fragmenté, peut-être moins doté que d'autres, et puis simultanément capable d'une très belle organisation. Pour votre information, des études d'histoire récentes ont montré que le général de Gaulle, après avoir créé le CNES, le Centre national d'études spatiales, avait l'envie, la volonté de réaliser l'équivalent autour des sciences de la mer, mais nous étions en 1969 et l'histoire s'est un petit peu accélérée. Donc c'est vrai qu'il y a quelques bases intéressantes de ce point de vue-là. Vous avez toutes les salutations de Frédéric Moncani Saint-Aignan, qui est le président du cluster maritime, qui vous écoute avec beaucoup d'intérêt. On va peut-être, si tu es d'accord, de reprendre le fil du déroulement du directeur général. Le président, s'il te plaît, tout de même, un peu de tenue. Je vais essayer de repartager l'écran. Alors, je voulais justement vous parler des grandes infrastructures de recherche parce que c'est une de nos missions importantes et ça fait le lien avec ce que vous venez de dire. Il se trouve que je suis par ailleurs, vous pouvez passer à la suivante, je suis par ailleurs administrateur du Centre national d'études spatiales, hein, donc je suis membre du conseil d'administration. On fait souvent d'ailleurs des parallèles entre l'espace et la mer. Vous l'avez fait tout à l'heure en évoquant le fait qu'on savait parfois plus de choses sur Mars que sur certains environnements profonds. Il y a aussi des parallèles technologiques qui sont à l'œuvre. Il y a des outils, des méthodes. Le parallèle s'arrête là. Quand vous regardez le budget du CNES et le budget de l'Ifremer, vous voyez qu'il y a une certaine différence entre les deux. Voilà. Donc, je voulais vous dire un mot sur les grandes infrastructures de recherche parce que, et ça, c'est quelque chose pour un terrien comme je l'étais qui m'est apparu important quand j'ai rejoint l'Ifremer. L'accès à la mer pour la science reste une difficulté. Ça reste une difficulté majeure. Vous voulez étudier la biodiversité, même alpine, vous marchez, allez, une demi-journée et vous avez accès à peu près à tous les points en montagne que vous souhaitez. Vous voulez accéder à la biodiversité marine, il vous faut un navire et en général, il vous faut un navire qui puisse aller loin. Donc, vous parlez un peu de la flotte océanographique française, qui est la plus grande des infrastructures de recherche environnementale en France, la plus grande, de loin, puis de quelques autres de ces infrastructures. Donc, c'est la diapositive d'après. Alors là, il y a d'abord une illustration que je trouve intéressante, parce que moi, je la trouve par ailleurs assez élégante. C'est la représentation des trajectoires des campagnes océanographiques françaises sur les quelques décennies, je crois que c'est les 30 dernières années. Alors, vous y voyez les centres d'intérêt. Évidemment, la Méditerranée est saturée, la façade atlantique et la Manche le sont aussi. On voit qu'à certains moments, on a dû aller à Saint-Pierre-et-Miquelon ou au large du Canada. On voit bien qu'on a des choses à faire dans les Caraïbes. On voit bien la dorsale médio-atlantique et tout ce que nous faisons dans cette zone parce qu'elle est un sujet d'intérêt majeur. On voit aussi des choses qui se passent sur la côte ouest de l'Afrique, mais là, il ne faut pas trop y voir l'Ifremer, il faut peut-être plutôt y voir l'Institut de recherche pour le développement, parce que c'est lui qui, je pense, fait un certain nombre de campagnes. On y retrouve évidemment la Réunion, le canal du Mozambique, les Australes. Et puis on y trouve bien sûr la Polynésie française et puis la Nouvelle-Calédonie, mais ça donne une bonne idée de la capacité de projection de la flotte océanographique française et du fait que les équipes scientifiques de l'Ifremer et d'autres établissements sur la flotte, 2/3 des usagers de la flotte océanographique française sont des universitaires, des gens du CNRS, des gens du muséum, des gens de l'IRD, des gens du CHOM,
nous ne représentons à peu près que 30% des usagers de la flotte que nous opérons pour le compte de la communauté scientifique française. Voilà, moi, j'aime bien cette image parce qu'elle donne une idée aussi du fait que la flotte est un instrument de souveraineté scientifique, d'une certaine manière, qui permet de se projeter sur l'ensemble du globe. Sur la diapositive suivante, donc quelques éléments. Donc cette flotte océanographique, c'est une des grandes flottes européennes avec la britannique et l'allemande. Donc elle a la particularité d'être unifiée. Elle a la particularité d'opérer donc de la côte au large et de se projeter sur les 3 océans. Mais une flotte océanographique, on pense souvent aux navires, comme le Pourquoi pas qui est représenté ici. Il faut vraiment avoir en tête que c'est aussi des grands équipements pour faire, par exemple, de la sismique, pour faire du carottage. On a un record de la carotte la plus longue qui a dû être obtenue il y a maintenant 1 an et demi sur le Marion Dufresne pour des gens qui font des études paléoclimatiques. Et puis, c'est des engins sous-marins, des robots et des sous-marins habités. Et puis, cette particularité que j'évoquais, c'est que cette flotte, elle fait de la recherche, elle fait de l'observation et de la surveillance, et puis elle fait aussi du partenariat avec le privé. Une évolution récente qui ne vous surprendra pas, mais dont je peux quand même témoigner. Quand j'ai rejoint l'Ifremer il y a 2 ans et demi, et qu'on se posait la question du renouvellement des navires et que, un peu naïvement, je disais, mais c'est quoi les questions qui se posent en matière environnementale sur les navires? Il n'y avait presque pas de questions. Et en 2 ans et demi, les choses ont radicalement évolué. La France a pris des initiatives à l'OMI, d'une part, mais nous-mêmes, par exemple, on a souhaité se faire labelliser, et il y a un label qui s'est mis en place qui s'appelle Green Marine Europe, qui est porté par l'association, l'ONG Surfrider Europe, et qui est inspiré d'un label qui existait au Canada. Et on a fait labelliser la flotte océanographique avec ce label environnemental parce que ça nous paraissait important. Et puis pour le futur, ça nous paraît important de réduire notre impact environnemental, l'impact des campagnes, l'impact des transits, l'impact de ce que nous laissons au fond de la mer quand nous faisons un certain nombre d'observations. Il nous paraît essentiel aujourd'hui de devenir sociétalement et environnementalement responsable. Je n'y suis peut-être pour rien, mais en tout cas, ce n'était pas gagné il y a 2 ans et demi. Et le mouvement est général. Il n'est pas propre à l'Ifremer, il n'est pas propre à la France, il est général. Et donc, cette flotte en témoigne. Alors, on a un gros enjeu de modernisation de la flotte océanographique française que vous verrez sur la diapositive suivante. Donc, cette flotte, elle est représentée ici. Ce schéma peut paraître un peu technocratique, mais vous avez en bleu en haut les navires hauturiers. Alors, il y en a 4. Il y en a un qui n'appartient pas à l'Ifremer, qui est le Marion Dufresne, qui appartient aux terres australes et antarctiques françaises. Les autres appartiennent en tout ou partie à l'Ifremer. Par exemple, Pourquoi pas est aussi co-appartenu par le ministère des Armées, qui en possède quand même 45%. Et puis après, il y a des navires côtiers, et puis il y a des engins sous-marins, et puis des équipements lourds. On a fait un travail assez considérable qui avait commencé d'ailleurs bien avant mon arrivée. C'est mon prédécesseur, François Jacques, qui l'a initié, et puis c'est les équipes de la flotte océanographique qui ont poursuivi ce travail, qui a été essayé de se mettre en perspective jusqu'à 2035 pour voir à quelle vitesse il faudrait renouveler l'ensemble de ce parc. Le parc de la flotte océanographique française, sa valeur instantanée, ça n'a sans doute pas de sens, mais c'est quelque chose qui, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, c'est 600, 700 millions d'euros probablement, avec des engins et des navires qui durent une 40aine d'années. Donc, vous imaginez qu'il faut trouver tous les ans une 15aine de millions d'euros pour entretenir, renouveler, sans même opérer voilà, cette flotte. Donc, on a fait cet effort de projection de la flotte océanographique française. Diapositive d'après, donc on a 4 navires hauturiers. Aucun de ces navires ne va arriver en fin de vie avant 2030. Celui qui va arriver le premier, c'est l'Atalante, qui fait à peu près 90 mètres, qui va une fois tous les 4 ans dans le Pacifique et qui va d'ailleurs subir un arrêt technique assez lourd cette année 2021 pour pouvoir aller ensuite jusqu'en 2030. Et donc, pour les navires hauturiers, nos enjeux principaux sont des enjeux de jouvence. Enfin, la jouvence de l'Atalante, là, c'est quand même une dizaine ou une douzaine de millions d'euros qu'il faut pouvoir trouver. Sur la diapo d'après, vous allez voir qu'on a une question un peu différente sur les navires côtiers et semi-hauturiers, parce qu'on en a plusieurs à renouveler. Et on a d'ailleurs eu un sujet intéressant
dans la flotte de l'Ifremer, la plupart des navires sont attachés à l'Hexagone, sauf deux. Vous avez d'une part le Marion Dufresne, qui n'appartient donc pas à l'Ifremer, mais qui lui est basé à La Réunion, puisqu'il est aux terres australes et antarctiques françaises, mais qui opère principalement dans l'océan Indien, même si parfois il remonte jusqu'à la Méditerranée, mais qui est donc principalement dans l'océan Indien. Puis on avait un navire qui s'appelle, on a toujours, qui s'appelle l'Alice, qui est un navire semi-hauturier, pas très grand, qui est basé dans le Pacifique et qui permet donc d'avoir une présence constante dans le Pacifique. Ça a été tout un débat dont j'espère qu'il est aujourd'hui effectivement résolu depuis que le Premier ministre a dit qu'il allait falloir le renouveler effectivement. Mais ça a été tout un débat que de savoir si nous avions de maintenir ou pas un navire semi-hauturier régional dans l'océan Pacifique, alors même que cette région-là est une région à la fois immense et puis qu'avec l'Alice, on peut aller voilà, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs. Et puis après, il y a sur la diapositive d'après, tout un enjeu pour nous de modernisation de nos équipements lourds et de nos engins, de nos systèmes sous-marins. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Et donc, vous avez peut-être vu que dans l'année écoulée, en octobre dernier, nous avons baptisé ULIX, qui est donc le fruit d'un projet qui a duré 4-5 ans, qui s'appelait Coral. Et ULIX est donc un AUV, un véhicule autonome capable de plonger à 6000 mètres. Alors pour l'instant, pour l'anecdote, il a surtout plongé à 6000 millimètres parce qu'on a fait les premiers tests. Donc on a pour l'instant encore un facteur 1000 à franchir. Mais il a été testé en décembre dernier. Et ULIX a la particularité donc, qu'il peut aller très profond, qu'il est équipé de capteurs qui font que ce sera sans doute parmi les 3-4 AUV grand fond, sans doute, alors je ne sais pas si ce sera le plus intelligent, le plus performant, mais enfin en tout cas il a des éléments complètement modernes. Et puis il a la capacité à être programmé pour 24 heures avec une autonomie donc assez longue. Et puis s'il observe quelque chose d'intéressant, d'arrêter sa course, de passer un peu comme en mode hélicoptère, puis de descendre vers le fond, et puis d'activer ses capteurs, d'observer plus attentivement, puis ensuite de reprendre sa course. Donc typiquement, un objet comme ULIX est attendu par tous les gens qui s'intéressent, qui font de l'océanographie profonde. Alors par exemple, ceux qui sont intéressés par les contrats d'exploration des ressources minérales dans la zone internationale, mais aussi par ceux qui sont intéressés par des questions de biodiversité ou de sismologie. Voilà, donc un objet particulier. Et puis, je voulais après évoquer deux autres types d'infrastructures sur la diapositive, voilà, celle-là. Il se trouve que l'Ifremer avait concouru avec d'autres établissements à des équipements d'excellence financés par les investissements d'avenir, le grand emprunt qui date maintenant de 2009 ou 10. Et donc, je vais vous en illustrer deux, Argo 2030 et puis Marmor. Donc, Argo 2030 sur la diapositive d'après. Donc, vous savez sans doute qu'il y a en continu dans l'océan actuellement de l'ordre de 4000 flotteurs, profileurs qui relèvent des données de température et de salinité de l'océan. Et donc, un des projets qui a été retenu, ce projet Argo 2030, qui vise à mieux comprendre les interactions entre l'océan et le climat. Donc, diapo d'après. Donc, j'ai repris là des diapositives d'une collègue qui s'appelle Virginie Thierry. J'évoquais tout à l'heure le fait que le réchauffement global est allé à plus de 90% dans l'océan et seulement à 2 et quelques pourcents dans l'atmosphère ou sur les continents. Donc, on voit bien l'importance du rôle de l'océan. Et pour suivre ça, donc on a ce réseau de profileurs, diapo d'après. Il y en a à peu près 4000. Donc, vous avez une carte instantanée de décembre 2020. La France est leader dans ce domaine-là. Elle représente à peu près 10% du réseau mondial. Et la France a été à l'origine, c'est Jean-François Munster, un de mes prédécesseurs, qui m'a expliqué ça, dans un dialogue franco-américain. C'est comme ça que ce programme est né. Ces flotteurs actuellement descendent seulement à quelques milliers de mètres, 1500, 2000 mètres. Et diapositive d'après. Et donc là, l'idée du projet qui a été sélectionné, c'est d'avoir des flotteurs qui puissent descendre jusqu'à 6000 mètres pour avoir une idée de la manière dont l'océan profond se réchauffe, puisque c'est quelque chose qui est encore mal connu. Et puis équiper aussi ces capteurs, non seulement ces flotteurs, non seulement
mesures de salinité ou de température, mais aussi d'avoir des informations sur des variables plus écologiques, comme l'oxygène dissous. Et donc, voilà, un premier grand projet qui montre bien l'importance pour nous de mieux comprendre cette interaction océan-climat. Le deuxième grand projet d'infrastructure que je voulais évoquer avant de refaire une pause concerne la surveillance des aléas sous-marins et l'idée d'installer un observatoire au large de Mayotte. Alors, diapo d'après, je vous l'ai dit, vous savez que la Terre tremble à Mayotte depuis bientôt 3 ans, je crois que c'est depuis le printemps 2018. Assez rapidement, vous avez déjà sans doute entendu parler de cette histoire. Au départ, on ne savait pas trop ce qui se passait. Le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, s'était mobilisé à terre. Le CNRS s'est ensuite mobilisé. On ne trouvait toujours pas, à l'automne 2018, quels étaient, on ne comprenait pas complètement tous les mécanismes. Ils ont dit, mais ce serait bien de faire une campagne en mer pour voir un peu ce qui se passe, s'il y a des choses au fond de l'eau. Donc, on a organisé une campagne exceptionnelle donc sur le Marion Dufresne avec l'Institut physique du Globe, le CNRS, le BRGM. Et puis, au printemps 2019, alors je ne sais plus si c'est avril ou mai, mais ils ont découvert voilà, qu'il y avait un volcan qui était apparu au fond de l'océan Indien, tout près de Mayotte, et qui avait une hauteur de 800 mètres et puis un diamètre de l'ordre de 3 à 4 km et qui était apparu probablement, en tout cas les dernières données dont on disposait en termes de bathymétrie étaient 3 ou 4 ans avant. Et probablement ce volcan est apparu, disent les bons spécialistes, en quelques mois. C'est intéressant ce sujet parce que si ça avait été un volcan sur Terre, j'ai pris l'habitude de dire, ben, il aurait suffi d'un drone, d'un hélicoptère, d'un avion pour le voir, d'un satellite. Puisque c'était en mer, il a fallu une campagne dédiée et puis on ne savait pas qu'on allait trouver ce qu'on a trouvé. Et cette campagne, elle a dû quand même coûter plus d'1 million d'euros pour une campagne de quelques semaines pour découvrir ce volcan. Alors, ça pose des tas de questions particulièrement stimulantes au plan de la science. Je ne vais pas rentrer dans ces questions, mais c'est des questions de géophysique. Ça pose aussi des questions intéressantes en termes d'impact sur les écosystèmes marins, sur la colonne d'eau, sur la vie aquatique à proximité, puisqu'il y a des écoulements de lave, qu'il y a des panaches, enfin, il y a toute une série de phénomènes classiques de ce qui se passe sur un volcan. Puis ça pose des questions aussi en termes de biodiversité, qui est les nouveaux édifices sous-marins, les petits cônes, les volcans qui sont apparus, comment vont-ils être colonisés par des organismes vivants? Voilà, des sujets particulièrement palpitants. Et donc ça se traduit, diapositive d'après, par voilà, des besoins d'innovation assez intéressants et donc par la perspective d'installer au fond de la mer, au large de Mayotte, un observatoire qui va être câblé et qui va associer tous les organismes publics de recherche qui sont listés en haut avec leur logo, mais aussi un certain nombre de partenaires privés qui sont intéressés par le sujet. Alors j'aime bien parler de ce sujet-là parce que je trouve que c'est la question du volcan de Mayotte, c'est un endroit qui permet de mettre en scène à la fois l'utilité de la flotte océanographique française, qui permet aussi de se dire que si on avait disposé d'un AUV comme celui que j'ai présenté avant, on aurait peut-être pu faire un certain nombre de choses. On pourrait faire aujourd'hui encore plus rapidement qu'on l'a fait. C'est aussi un sujet typiquement d'appui à la politique publique, parce qu'au départ, c'est une question de sécurité publique. On est intervenu pour les populations, pour les rassurer, pour savoir ce qui se passait. Puis c'est une question de science, je dirais, au meilleur niveau et au plus beau niveau. Voilà peut-être ce que je voulais vous dire sur les infrastructures. Et si j'insistais sur ce point-là, c'est parce qu'une des choses qui m'a vraiment frappé, moi, quand j'ai rejoint le monde de la mer, c'est donc cette dimension technologique importante et les coûts qui sont associés à ces infrastructures. Et je vous Merci. propose Alors, une peut-être deuxième on va faire pause. une petite pause. Je rappelle à nos panélistes, bien sûr, qu'ils peuvent intervenir à tout moment, hein. Ce sont nos interlocuteurs privilégiés. Une question simplement très rapide. Un auditeur nous fait remarquer, la Marine nationale a des sous-marins nucléaires qui plongent assez profond. Est-ce qu'ils vous fournissent des données de température et de salinité? Pas à ma connaissance. Est-ce que je peux m'intervenir? Marie-Henriette, à vous. Voilà, merci beaucoup. Alors, je voudrais poser, disons, 2 questions en revenant sur les 2 jeux de diapositives précédentes.
vous avez, dans un premier temps, parlé de partage de l'information. Alors, comment, vous savez, je suis administrateur des affaires maritimes, on ne se fait pas. Comment est-ce que l'IFREMER a organisé ou fait évoluer son organisation du partage de l'information avec les professionnels de la mer? Et je pense notamment aux pêcheurs et aux conchyliculteurs. Je ne veux pas parler de ce que j'ai connu parce que c'est trop ancien, mais je voudrais savoir comment est-ce que vous partagez, parce qu'il y a pour eux des enjeux extrêmement importants. Et puis, pour en revenir à Argo 2030 et donc l'interaction océan-climat, là je fais appel à votre vie antérieure du temps où vous étiez forestier. Vous nous avez dit que la mer nous aide beaucoup, mais il faut peut-être aussi l'aider un petit peu avant qu'elle étouffe complètement. Alors, comment verrez-vous ou voyez-vous un équilibre ou tout au moins une tentative d'aider notre mer, nos océans, le bien commun de l'humanité, avec les forêts? Est-ce que c'est une question qui a déjà, enfin, une question qui a sûrement déjà été abordée? J'aurais voulu savoir s'il y a une pensée ou une réflexion en cours pour pouvoir aider nos océans, parce que nos océans ont bon dos, mais je pense qu'ils vont finir par se fatiguer aussi. Je vous remercie. J'ai essayé de répondre brièvement aux deux questions. Donc, la question sur le partage des informations, donc on est un établissement public. Donc, à ce titre-là, tout ce qui est produit par, enfin, toutes les données que nous rassemblons ont vocation à être publiques et partagées. Alors, sauf celles qui sont acquises éventuellement dans le cadre de partenariats avec des entreprises privées. Dans ce cas-là, ça ne s'applique pas. Et puis, sauf celles qui nous sont demandées par l'administration, qui nous sont financés par l'administration et pour lesquels elle émet parfois, voilà, elle s'arroge le droit de ne pas les diffuser immédiatement telles quelles. Mais enfin, pour l'essentiel, donc toutes nos données sont publiques. Ça se traduit par le fait qu'on a un système d'information scientifique sur la mer là, qui s'appelle SISMER, qui permet d'accéder à beaucoup d'informations. Un des points qui est vraiment délicat, c'est que le fait que les données soient publiques et qu'elles soient ouvertes, est parfaitement charmant, mais ça ne les rend toujours pas vraiment accessibles par les citoyens. C'est pour ça que je parle de sciences océaniques belle, utile et partagée. J'aurais pu faire belle, utile et ouverte, mais ouverte, c'est gentil, mais ça ne veut pas dire que vous y avez accès. Donc, je pense qu'on a un vrai défi de partage et de rendre l'information réellement accessible. Alors, par exemple, les données sur les milieux marins sont relativement accessibles grâce à un portail qui s'appelle Milieux Marins France, que nous avons conçu à la demande et avec l'Office français de la biodiversité. Donc, ces données-là, on a essayé de rendre les choses le plus visible et le plus accessible possible. La plupart des données relatives à la pêche sont aussi accessibles. Cela dit, si vous allez aujourd'hui sur nos systèmes d'information, je concéderai très volontiers qu'ils ne sont pas conviviaux et donc que la donnée n'est pas réellement partagée ou partageable. Voilà. Et j'ai par exemple eu l'occasion de rencontrer un jour Daniel Pauly, qui, vous savez peut-être, est sans doute le plus grand allieuth français vivant, bien qu'il soit en Colombie-Britannique. Daniel Pauly a fait des outils pour rendre les données sur les populations de poissons accessibles, qui sont infiniment plus conviviaux que ceux que nous avons en France. Et c'est donc, je pense, voilà, on a des marges de progrès en la matière. Je ne sais pas si c'était le sens de votre question. Voilà. En droit, c'est ouvert, mais nous avons beaucoup de progrès à faire pour que ce soit réellement partagé et accessible. Sur la question des forêts, il y a deux grands. Enfin, donc l'océan est un puits de carbone, donc d'une certaine manière, lui, il contribue à atténuer les changements climatiques aussi de cette manière-là. Il y a un autre grand puits de carbone qui existe, qui sont les sols, que ce soit les sols agricoles et forestiers. Alors, c'est un puits ou c'est une source. Donc, une des manières pour les forêts d'aider les océans, c'est d'abord de ne pas brûler les forêts.
parce que chaque fois qu'on voilà, qu'on déforestera ou qu'on les brûlera, eh bien, évidemment, on émettra des gaz à effet de serre et que ces gaz à effet de serre se traduiront par une augmentation immanquable de la température et un accroissement du dérèglement climatique. Il y avait d'ailleurs, enfin, votre question me fait penser à un projet que j'ai connu quand j'étais à l'INRA, qui était un projet sur, c'était une idée d'un ancien ministre de l'Agriculture, mais qui venait en fait de choses plus anciennes, de 99 ou 2000, qui avait cette idée que si on stockait 4 millièmes de carbone en plus, donc c'était le slogan 4 pour 1000 dans les sols agricoles et forestiers, on pourrait en gros effacer la totalité des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du globe. Hein. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'à la fois, on sait stocker du carbone dans les sols agricoles par un certain nombre de pratiques. On ne sait pas bien en stocker dans les sols forestiers parce qu'en fait, il n'y a pas de. Le cycle naturel fait qu'on en stocke, mais qu'il est déstocké dès qu'on exploite la forêt et que d'une certaine manière, il faut. Voilà, ce cycle-là fait qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de stockage. Et le drame de l'océan, c'est qu'il en stocke naturellement, mais je ne connais pas de procédure active qui ne relèverait pas d'une ingénierie un peu dangereuse comme celle qui consisterait à, je ne sais pas quoi, enrichir l'océan en je ne sais pas quel minéral. Voilà. Donc on peut pas. Ce qu'on peut faire sur l'agriculture en ayant des pratiques agricoles un peu plus vertueuses, on ne sait pas le faire sur l'océan de façon active. Je ne sais pas si ça répond voilà, à votre question. Mais globalement, sur les forêts, en tout cas, on n'a pas intérêt à déboiser si on a envie d'aider l'océan. Et on peut reboiser, inversement. Oui, bien sûr. Merci. Une question, peut-être avant de reprendre, de Marc Chevalier. En Méditerranée, seules 6 espèces de poissons sur plus de 200 sont étudiées par l'IFREMER, alors que la ressource est en danger et que l'Europe réduit les jours de pêche sans connaître l'état de la plupart des ressources. Quels sont les moyens de l'IFREMER pour améliorer cette situation? Une évaluation plus précise et presque exhaustive de l'ensemble des stocks. Alors, on a fait récemment une conférence de presse sur, qui c'est d'ailleurs, moi j'étais présent à Palavas ce jour-là, même si le point presse était comme là digital. Donc ça fait, d'ailleurs, c'était la 3e conférence de presse qu'on faisait. Et cette question de l'évaluation des populations de poissons pêchés en Méditerranée est une question qui nous est posée régulièrement. Alors d'abord, la première chose, c'est même si on voulait le faire immédiatement, on ne pourrait pas le faire immédiatement puisque toute l'évaluation des populations de poissons, enfin pas toutes, mais une bonne partie, repose sur l'existence de données historiques. C'est-à-dire que pour évaluer la population, une population de poissons aujourd'hui dans l'Atlantique, je ne sais pas quoi, mettons le merlu, on a tendance à utiliser non seulement les données de 2021 ou de 2020, mais aussi celles de 2019, de 2018, de 2017. Et puis, il y a une sorte de démographie qu'on reconstitue. Mais si vous n'avez pas les données de 2015 ou les données antérieures, vous n'arrivez pas à reconstituer cette démographie. Donc, comme en Méditerranée, on n'a pas des données historiques, on a déjà cette première difficulté. La deuxième difficulté qu'on a en Méditerranée, c'est qu'on a un très grand nombre de ports de débarquement, beaucoup plus que ce qu'on a sur la façade atlantique. La troisième, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont pêchées et que donc il y a un côté, une très grande difficulté à suivre l'ensemble de ces populations. Donc on est en train de réfléchir voilà, à mettre au point de nouvelles méthodes dans les pistes qui sont envisagées, mais qui sont aujourd'hui des pistes à 5 ou 10 ans et non pas des pistes à 2022. Il y aurait cette idée que les poissons, comme d'ailleurs les autres organismes vivants, laissent au fond de l'océan ou dans l'eau, ils laissent leur trace ADN, ce qu'on appelle l'ADN environnemental. Donc, on a déjà fait des petites expériences réduites pour vérifier que, alors, en l'occurrence dans le golfe de Gascogne, pour vérifier, j'ai oublié le nom de l'espèce, là, je me trompe toujours sur ce nom-là, enfin, sur une espèce particulière, qu'on arrivait bien à trouver des traces de son ADN dans l'eau, qu'on pouvait corréler ces traces d'ADN plus ou moins à la présence physique de l'espèce. Et donc, il y aurait probablement l'idée que d'ici 5, 10, 15 ans, on ait une capacité d'avoir une sorte de code-barre de ce qui est présent au fond de l'océan, ou au fond de la mer Méditerranée, et que ça serait une des manières voilà, d'avancer. Donc, voilà une des voies qu'on va explorer.
l'autre raison un peu objective de notre faiblesse en Méditerranée, c'est que nous avons moins d'halieutes en Méditerranée que nous en avons sur la façade atlantique et sur la Manche, et que évidemment, ça a généré une forme de déséquilibre que je n'ai pu que constater depuis 2 ans. Voilà. On va peut-être, parce que je vais garder un petit peu du temps, donc peut-être aborder la dernière partie de votre démonstration. Alors, si je peux redemander au président Riblier, voilà. Très grande efficacité, il n'y a pas de souci. Alors, donc, je voulais vous terminer par 2-3 autres exemples de choses que nous faisons autour de l'innovation, de la surveillance et puis du lien à la société. Alors, sur la surveillance, non, sur l'innovation d'abord. L'IFREMER, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, donc on est supposé avoir des liens avec les entreprises. Et puis d'autre part, quand on parle du monde de la mer, alors on parle à la fois de la frontière de la connaissance, des zones inexplorées, de la grande biodiversité, du changement climatique, mais on parle aussi beaucoup de l'économie bleue. Et vous savez qu'il y a une statistique un rapport de l'OCDE qui annonce à l'horizon de 2030 un doublement du chiffre d'affaires ou de l'économie maritime mondiale dans toutes ses facettes. Et donc, la question de l'innovation est une question qui est évidemment importante pour un établissement comme l'IFREMER. Donc, ça nous a amené, diapo d'après, à avoir toute une série d'activités. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la manière dont on avait pu financer un plan d'investissement scientifique exceptionnel en contribuant au développement d'une société comme CLS, puisqu'on avait investi du capital dans CLS et que ça a contribué à son développement. Et donc, nous avons toute une série d'activités ou d'actions que nous menons pour essayer de soutenir le développement de l'économie bleue. Alors, l'IFREMER est un institut marin et n'est pas un institut naval, ni maritime. Donc, on est plutôt sur un certain nombre de ressources particulières. Donc, il y a des cas où on prend des familles de brevets, donc, par exemple, un brevet sur une bactérie des grands fonds qui permet de lutter contre la progression du cancer. On développe les recherches contractuelles avec les entreprises. On a recréé en 2020 ce qu'on appelle un institut Carnot, c'est-à-dire un dispositif qui est aidé par l'État pour mieux travailler avec les entreprises et faire de la recherche entre le public et le privé. Et on l'a monté avec l'École centrale de Nantes, parce que ça nous permettait d'avoir une belle complémentarité entre un établissement très marin, l'IFREMER, et un établissement plus génie océanique qu'est l'École centrale de Nantes. Et puis, on participe aussi à la création d'entreprises qui collaborent avec l'IFREMER, mais je vous ai déjà parlé de Kineis, la filiale de CLS, qui veut lancer cette constellation de nanosatellites pour faire l'Internet des objets marins. Voilà. Donc, on a toute une série d'activités dans le domaine de l'innovation. Je voudrais en illustrer une après, qui me paraît intéressante et que j'ai découverte, qui concerne donc ce qu'on pourrait appeler les 3 décennies de l'océanographie opérationnelle. Donc, j'ai pris là des diapositives préparées par Patrick Vincent, le directeur général délégué de l'Institut. Vous savez peut-être que l'IFREMER est partie prenante d'un dispositif qui s'appelle Mercator Océan International, qui est aussi basé à Toulouse, et auquel participait au départ le CNES, et il n'y participe plus aujourd'hui. Et donc, les premiers services océanographiques en ligne ont été développés dans les années 2000. Ce qu'on a évoqué à propos d'Argo, par exemple, tout à l'heure, c'est fait dans le même mouvement, dans le même temps. Et donc, on a fait les premiers modèles de circulation, illustrés par exemple par ce qui est à gauche de la diapositive, et puis le couplage avec les données satellitales. Sur la diapositive d'après 2010-2020, c'est la diapo d'après. Oh, pardon, oui, c'est maintenant, excusez-moi, il faut revenir, là, c'est là. Donc, on a continué de développer ces outils d'océanographie opérationnelle, et Mercator Océan est devenu un véritable leader du service de la donnée océanographique en ligne, avec un nombre d'utilisateurs important, avec un service qui lui est délégué par la Commission européenne, qui est le service marin de Copernicus, avec des collaborations avec l'industrie spatiale et puis avec toute une série de
de partenariat avec le secteur portuaire, des transports, des EMR, de la pêche. Et ce qu'il y a devant nous, et qui est important en termes d'innovation pour les années qui viennent, donc sur la diapositive d'après, c'est effectivement de faire ce que certains appellent un océan digital, ce que d'autres appellent un jumeau numérique de l'océan. Mais on va voir à la fois dans des entreprises publiques, ce que nous sommes, donc chez Mercator Océan, mais aussi dans des entreprises privées. Si vous allez chez Dassault Systèmes, si vous allez chez Thales, on vous dira que chez Microsoft l'autre jour, et on vous dira qu'il y a beaucoup de projets pour développer des outils de modélisation numérique qui permettraient de digitaliser l'océan. Et je pense sincèrement que voilà, la France a un rôle à jouer en la matière et que seront dérivés de ce jumeau numérique et de ces données toute une série de services pour les citoyens ou pour les entreprises. Alors, dans un registre différent, sur la diapositive d'après, je voulais terminer par des choses relatives à l'expertise et la surveillance en appui aux politiques publiques. Donc, c'est une activité importante pour l'établissement qu'est l'Ifremer. Sur la diapo d'après, vous allez voir donc un exemple particulier qui est la question de l'extension du plateau continental. C'est une expertise que nous conduisons à la demande de la France et vous avez sans doute vu que récemment, la surface du plateau continental français s'était étendue de 150 000 km² au large de Saint-Paul et Amsterdam et de La Réunion. Et vous savez qu'en gros, on a dû gagner depuis 2003 de l'ordre de 700 000 km², presque 800 000, et qu'il y en a encore 500 000 qui sont en jeu au titre de projets qui sont en cours d'instruction auprès de la commission de la limite du plateau continental. Ce qui est intéressant dans le sujet, c'est que c'est à la fois, alors c'est pas de la recherche très profonde, c'est beaucoup de l'ingénierie, c'est de l'expertise, mais ça demande une véritable expertise scientifique et technique, une véritable ingénierie. Et puis ça sert à la fois à la souveraineté de la France, ça sert potentiellement à la protection des zones ainsi étendues, puis ça peut aussi servir à leur exploration et éventuellement à l'exploitation un jour des ressources de ces zones. Donc, c'est aussi important pour la partie conservation, potentiellement, ou protection, que pour la partie exploration et exploitation. Diapo d'après, dans les choses que nous faisons aussi, il y a la question de la surveillance du littoral. Donc, c'est un sujet sur lequel nous sommes très attendus, sur lequel il y a beaucoup de politiques publiques, notamment de politiques publiques européennes, avec par exemple 30 ans de suivi des milieux marins côtiers. Et en l'occurrence, ce qui est illustré sur cette diapositive-là, c'est les risques d'eutrophisation en France. Globalement, l'état des eaux marines littorales a tendance à légèrement s'améliorer ou tendanciellement à s'améliorer, même s'il reste un certain nombre de points de vigilance, alors qu'on regarde la question des microalgues ou qu'on regarde d'ailleurs un certain nombre de contaminations chimiques qui peuvent être parfois des contaminations historiques qui perdurent pendant des décennies. Mais c'est intéressant de voir que l'accumulation de ces données permet de tracer une trajectoire. Et sur la diapositive d'après, vous verrez que c'est une illustration qu'on avait présentée l'an dernier, une trentaine ou une cinquantaine d'années de surveillance du littoral ont permis, dans le cas de l'étang de Thau, en combinaison évidemment avec des mesures de gestion par les autorités publiques, par les collectivités territoriales, ont permis de reconstituer un écosystème qui, sans être aujourd'hui dans un état parfait, est dans un état infiniment meilleur que celui qu'il a connu il y a quelques décennies. Donc, par exemple, plus de malaigues ou exceptionnellement des malaigues dans l'étang de Thau. Donc, ces proliférations qui étaient en plus malodorantes. Voilà, donc on a beaucoup de travaux à l'Ifremer sur ces questions de surveillance. Alors, je termine sur la question de la pêche. Je ne savais pas qu'il y aurait une question sur la Méditerranée, mais je voulais terminer là-dessus. Donc, la pêche est aussi un des sujets sur lesquels nous avons une mission finalement d'appui aux politiques publiques. L'halieutique au service de la pêche durable. Alors, sur la diapo que vous voyez là, tout n'est pas lié à la recherche française ni à la recherche de l'Ifremer,
Mais en gros, quand même, quand on passe de 2000 à 2019 et quand on regarde l'évolution des populations de poissons pêchés, et qu'on passe d'une situation où il y en avait une quinzaine de pourcents, 6 plus 9, qui étaient en gros reconstituables en bon état, à une situation où il y en a pratiquement 50% en 2019 et pratiquement 60% le tout en biomasse en 2020, qui sont dans des situations plutôt favorables. C'est à la fois l'effet d'une politique, mais une politique qui est renseignée par des données scientifiques, une politique qui est adossée à de la connaissance. Alors, c'est ce qui est illustré aussi sur la diapositive d'après. Cette diapositive, elle est à la fois, alors elle montre la situation de 2020 qu'on a communiquée récemment. Et vous voyez par exemple que le thon rouge en Méditerranée, qui a beaucoup fait couler d'encre, sa situation s'est améliorée, même si elle n'est pas encore parfaite, mais que le merlu en Méditerranée, ou je pense aussi d'ailleurs le rouget en Méditerranée, ne sont pas du tout dans des situations qui sont aujourd'hui favorables. Mais voilà, nous jouons un rôle en tant que scientifiques dans la production de données qui permettent d'éclairer cette politique publique et puis de la piloter dans la durée. Et la dernière diapositive que j'avais sur l'halieutique était pour indiquer, alors il faut passer tous les éléments de la diapositive, pardon. Je pense que pendant longtemps, on a considéré l'halieutique seulement sous l'angle de population de poissons ou de biomasse. Maintenant, on considère que ce sont aussi des gènes et ce sera sans doute très important et très utile pour pouvoir répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure sur l'évolution des ressources dans un certain nombre de situations où on a peu de données. C'est évidemment des pêcheurs, mais c'est aussi des milieux, et puis ce sont des climats qui changent et des adaptations qui sont nécessaires. Vous avez peut-être observé qu'il y a 1 an et demi, on avait communiqué à l'Ifremer sur le fait que les sardines ne grossissaient plus en Méditerranée. Ils ne grossissent plus. Et ben, on pensait au départ que c'était la pêche, mais ce n'est pas le cas. Il semblerait que ce soit lié à des effets éventuellement indirects du climat ou de la modification de la qualité des eaux qui font qu'en tout cas, la flore planctonique n'est plus la même et que les sardines ont plus de problèmes à se nourrir. Et donc ça renvoie à cette idée que là où on avait un environnement qui était fixe et où le problème se résumait à un dialogue ou une interaction entre les poissons et puis les pêcheurs, il faut maintenant prendre en compte un système qui est en évolution globale, ce que j'évoquais tout à l'heure quand j'ai parlé du projet d'Institut. Pour la toute fin, 2 diapositives sur les sciences ouvertes et sur la société. Nous considérons qu'il y a un travail important à faire en matière d'explication grand public de l'importance d'avoir un océan sain et vivant. Et donc, ça nous amène à avoir toute une série d'actions depuis 1 an et demi à peu près, qui sont des actions de sensibilisation, d'information, d'implication des citoyens. Vous évoquiez tout à l'heure très aimablement le fait que j'avais écrit un rapport sur les sciences participatives. Je vous remercie d'avoir repris ce rapport ou de l'avoir évoqué. Il y a des sciences participatives de la mer. Une des difficultés principales, c'est d'accéder à la mer pour pouvoir accéder aux données. Et donc ça, c'est une des limitations de ce type d'exercice. Mais on a des collègues qui travaillent avec des citoyens sur les efflorescences algales. On a des collègues qui travaillent avec des élèves sur l'annotation de films obtenus par des caméras posées au fond de la mer sur les observatoires profonds. Donc, on a toute une série d'actions et de projets de sciences participatives. Il me paraît essentiel de les développer. Et puisque je parle là à des gens qui sont des aficionados de la mer, il est surtout important d'en parler aux gens qui n'habitent pas au bord de la mer. L'essentiel se joue ailleurs que sur le littoral de la mer d'Iroise, que je vois presque de mon bureau. Voilà. Et dernière diapositive, cet enjeu effectivement d'éducation des jeunes à la pensée scientifique. Vous avez évoqué le fait que j'ai un moment collaboré, je collabore encore de temps en temps avec des petits débrouillards. Nous avons, indépendamment d'ailleurs de moi, un projet qui s'appelle Débattre sans se battre entre l'Ifremer et les petits débrouillards et qui porte justement sur la gestion des populations de poissons. Et puis, il faut pouvoir aussi faire rêver. Pascal Lamy, le président
la mission sur la restauration de la santé des océans indique qu'il faut pouvoir combler le déficit émotionnel ou le nourrir. Enfin, en tout cas, faut que les gens se sentent concernés par la mer pour qu'ensuite ils aient envie de la protéger. Et ça passe par voilà, des séances en immersion avec des enfants, ou ça peut passer par des spectacles sonores. Et j'ai des collègues ici que j'ai découverts avec un immense plaisir, qui ont par exemple monté une pièce de théâtre sur ce que c'est qu'une plongée profonde. Donc malheureusement, actuellement, nous n'allons pas au théâtre, mais moi j'ai eu le plaisir de faire la première et j'avais trouvé que c'était un moment tout à fait agréable qu'une troupe ait travaillé avec des scientifiques pour illustrer, notamment de façon sonore, ce que c'était qu'une campagne, une campagne océanographique. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que j'ai été sans doute trop long et donc je vous ai peut-être empêché de poser des questions. Je prie de m'en excuser. On va pouvoir prendre une question ou deux. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, si nos panélistes veulent prendre la parole, bien sûr, pour une ou deux questions, il est juste l'heure, mais je crois qu'on peut peut-être déborder, si tu en es d'accord, d'une dizaine de minutes. Mais promis, on arrêtera donc à 19h40. Qui souhaiterait parmi les panélistes poser éventuellement une question? Xavier de la Gorce a levé la Je main. vais mettre le micro. Hein. Oui, alors, merci, Monsieur le Président. C'est très complet ce que vous nous avez dit. Moi, j'ai une question qui peut prendre du temps. C'est quelle est la perception par l'IFREMER des enjeux des grands fonds? On parle beaucoup des grands fonds depuis un certain temps, mais depuis une époque récente en particulier. Et quels sont pour vous des grands enjeux ou des enjeux essentiels des grands fonds? Je ne sais pas si on a réponse à ça dans un… Non, mais de façon… Moi, j'en vois… Enfin, de façon simple, j'en vois au moins 3. Alors, je ne vais pas parler ici du fait que sur les grands fonds, il peut y avoir des événements sismiques comme celui que j'ai évoqué sur Mayotte tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas parler de ça. Évidemment, il peut se passer. Mais, et que ça peut générer des glissements de terrain, des tas de troubles, etc. Mais il y en a 3 qui paraissent assez évidents. D'abord, il y a un enjeu de connaissance. Simple, brutal. On a, comment dire, on a besoin de savoir. On a envie de savoir. Il y a la curiosité au sens premier du terme. Un des casques de réalité virtuelle que j'illustrais il y a un instant permet d'aller faire une plongée sur une cheminée hydrothermale au large des Açores. Tous ceux qui ont fait cette petite plongée découvrent quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Bon, là. Alors ça paraît trivial ce que je dis, mais la curiosité, c'est le premier ressort. Voilà. Donc ça a été dit par Montaigne, par des tas de gens. Voilà. Bref. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a dans ces endroits-là potentiellement des ressources intéressantes. Mais la deuxième va avec le troisième, c'est que ces ressources sont aussi bien physiques, minérales, que vivantes. Et quand on parle du vivant, ça n'est pas qu'une ressource. La biodiversité, ça n'est pas qu'une ressource particulière. C'est ça aussi, voilà, ça se protège, ça se conserve. Et donc, sur les deux enjeux un peu conjoints et liés de la biodiversité et des ressources minérales, il y a une sorte de tension très forte qui existe. Il y a pratiquement un an, jour pour jour, à la veille du confinement, le 12 mars 2020, on a organisé avec l'Office français de la biodiversité une journée sur la biodiversité marine. Alors, elle est toujours en ligne, vous pouvez la consulter. Elle a été ouverte notamment par Axel Kahn, qu'on entend de temps en temps à la radio, parce qu'il est le président du comité d'éthique de l'IFREMER, du CIRAD, de l'INRAE et de l'IRD. Et je lui avais demandé d'intervenir sur l'éthique biodiversité. Et puis, je lui ai dit, mais il y a une question intéressante, c'est notamment, devons-nous connaître ce qui se passe dans les grands fonds? Parce que si nous le connaissons, nous pouvons l'explorer, enfin, nous pouvons, à partir du moment où on le connaît, on va pouvoir l'exploiter. Et si on l'exploite, ça nous posera des questions de conservation de la biodiversité. Et donc, je vous invite à écouter Axel Kahn parler, par exemple, d'éthique de la virginité, donc, à propos de ces environnements-là. Donc, il y a 3 grands enjeux qui sont liés, qui ne sont pas contradictoires, mais qui ne sont pas non plus complètement alignés les uns avec les autres. Il faut connaître, et on ne pourra pas conserver ni protéger si on ne connaît pas. Il faut connaître parce qu'on ne pourra pas non plus explorer, ni éventuellement un jour exploiter si on ne connaît pas.
Et puis, il y a cette tension entre la protection et puis l'exploitation, parce que même si les chiffres ne sont pas complètement bien calés, en tout cas, moi, j'en ai pas qui soient voilà, bien établis, pour un certain nombre de transitions, on voit bien qu'il y a des ressources minérales dans les grands fonds qui risquent d'être des ressources critiques comme par exemple pour la transition énergétique, pour un certain nombre de… Voilà. Donc, une tension importante, mais je dirais que la première chose, c'est quand même de connaître. Voilà. Je m'excuse, je suis peut-être un peu confus dans ma réponse, mais c'est voilà, connaître en premier, et puis après, conserver, et d'un autre côté, éventuellement un jour exploiter de manière durable. Enfin, une mine à mer ouverte, ça fait peur. Hein. Voilà. Merci. Élise Boyer a levé la main. Oui, il y a une question posée par un internaute qui a attiré mon attention de Olivier Mimot sur les suites des échanges et des enquêtes de la DGSI sur les relations entre la Chine et l'Ifremer. Donc, je trouve cette question intéressante si vous avez des choses à dire dessus. Ah ben, je peux dire des choses. Tout à fait. D'abord, donc chaque fois enfin, on peut dire des tas de choses variées et diverses. La première des choses, c'est que je ne sais pas s'il y a des journalistes qui écoutent ou s'il y en a qui font carrière. C'est que la moindre des courtoisies, c'est de savoir quand un journaliste vient, pourquoi il vient, et de le savoir à l'avance. Nous sommes ouverts et on le sera toujours, mais dans certaines circonstances, les choses sont un peu, voilà, sont un petit peu biaisées. Non, donc on collabore avec la Chine comme on collabore avec des tas d'autres pays. Chaque fois que des collègues étrangers viennent à l'Ifremer, qui est une zone, si vous voulez rentrer ici à l'Institut à Brest ce soir, vous aurez de la peine à le faire, et même en journée. Si vous n'êtes pas habilité à entrer, vous n'entrerez pas. Donc quand des collègues étrangers sont susceptibles de venir travailler à l'Ifremer, eh bien, on demande des autorisations, on fait des signalements, et nous prévenons les autorités. Elles font les enquêtes qu'elles souhaitent, et les personnes qui viennent, comme la jeune chinoise qu'on a vue sur le reportage qui est dans France 2, est tout à fait habilitée à venir travailler à l'Ifremer ou à l'Université de Bretagne occidentale, puisque toutes les enquêtes nécessaires ont été faites et que nous les avons nous-mêmes fait diligenter. La deuxième chose, c'est que le travail qui est fait et qui a été rapporté par France 2 l'autre jour est un travail justement sur la biodiversité des grands fonds, en l'occurrence les virus hyperthermophiles, et que ça fait maintenant une quinzaine d'années, si je ne m'abuse, une douzaine d'années, que l'Ifremer collabore avec ce laboratoire chinois. Ça s'est traduit par des tas de publications scientifiques dans des très bonnes revues académiques, à bénéfice partagé, parce que les Chinois savent faire un certain nombre de choses que nous ne savons pas faire, et puis que nous savons, nous, par ailleurs, faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Et donc, évidemment, il y a un échange d'informations dans ce genre de circonstances. Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet. Je regrette voilà, un teaser un petit peu déplacé. Le reste de ce qui est dit, d'ailleurs, par ailleurs, dans ce reportage, ne met pas en cause ce qu'a dit la collègue du CNRS qui était interviewée, me paraît parfaitement exact. Une collaboration scientifique comme nous en avons avec des Américains, des Allemands, des Japonais, des Indiens, des Espagnols. Une proposition, Monsieur Houllier, de Patrice Bernier à propos de l'importance d'expliquer au grand public l'importance d'un océan sain. Est-ce que l'Ifremer accepterait de participer à la semaine du nautisme à La Rochelle sur son village environnemental pour expliquer tout sur site? Voilà, une proposition de Patrice Bernier qui vous contactera sûrement. On fait beaucoup de choses. Hein. Voilà. On était par exemple sur le Vendée Globe. On était sur 3 bateaux du Vendée Globe. Bon, ils n'ont pas tous eu des grands succès. Hein. Il y en a un, il a cassé juste à l'arrivée. Boris Herman, je crois qu'il avait déposé, il avait des capteurs. Puis il y en a un autre qui a abandonné. Puis on va refaire Fabrice Amédéo. Voilà. Donc non, on est prêt. Je prends là le Vendée Globe, mais on est prêt à participer. Une des grandes difficultés pour un établissement comme le nôtre, c'est qu'on n'est pas un très gros établissement. Hein, et donc, on reçoit de fait beaucoup de sollicitations pour des partenariats pédagogiques, académiques. Et donc, à la fois, moi, je les trouve parfaitement bienvenus, souhaitables. C'était l'illustration c'est ce que je voulais illustrer tout à l'heure. Et puis, en même temps,
un moment ou à un autre, on peut être saturé. Voilà. Merci. Je ne vous cache pas que s'il n'y avait pas la période de Covid, je vous aurais bien emprunté pour mes étudiants vos masques qui permettent de plonger sur les sources hydrothermales. J'ai vu ça au salon XXL, c'est absolument remarquable. Et je crois que ça donnerait le goût, voire une certaine passion à beaucoup de nos étudiants pour vous rejoindre. Alors, on va devoir conclure. Question Jacques Piret, c'est une question. Jacques. Oui, a priori très courte. Il y a Jean-Emmanuel Frantz qui demande s'il existe des projets en commun entre l'IFREMER et le Jamstec, lequel Jamstec vous avez évoqué en première partie. Alors, l'IFREMER est un partenaire historique de Jamstec et réciproquement. Il y a eu des très grandes campagnes dont on a souvent parlé en matière de géosciences dans les années, je pense, avant 2000, 80-90. Il y a des collaborations actuelles. Moi, quand je suis allé visiter Jamstec en juin 2019, j'ai rencontré un doctorant ou un postdoc de l'IFREMER qui travaillait sur les environnements profonds, je crois sur une espèce de crevette qu'on trouve au fond de l'océan. Et personne ne a d'ailleurs, à l'époque, au Japon, il n'y a pas eu de reportage sur complément d'enquête japonais pour s'interroger sur la présence d'un postdoc français au Jamstec. Voilà. Donc oui, on a quelques collaborations avec le Jamstec. Je pense que ça fait partie de nos priorités que de les redévelopper. On a une deuxième collaboration importante avec le Jamstec que je n'ai pas évoquée ici ce soir. On souhaite donc installer un observatoire de fond de mer à Mayotte, mais on souhaite aussi installer un deuxième observatoire de fond de mer en Nouvelle-Calédonie, ou au large de la Nouvelle-Calédonie. Et ça intéresse nos collègues japonais. Donc, dans le cadre du dialogue maritime franco-japonais, nous avons une collaboration en cours de montage pour que cet observatoire utilise à la fois des méthodes, des technologies, des savoir-faire, des compétences françaises et japonaises. D'accord, merci. Je remercie l'ensemble de nos panélistes de tradition que le président de l'IFM conclut en quelque sorte toujours nos séances. Alors, je voudrais simplement, moi, remercier l'ensemble des panélistes. Je crois que c'est très vivant, la formule, puis c'est très bien que nos étudiants relaient les bonnes questions bien choisies aussi. Merci aux uns et aux autres d'être intervenus. Non, je voudrais simplement vous rappeler que nous nous retrouvons dans 15 jours tout juste, c'est-à-dire le mardi 16 mars, sur cette question de l'Europe et la pêche, 2 points conséquences du Brexit. Et nous aurons la chance d'écouter Pierre Karlenskine, qui est député européen et président de la commission de la pêche. Donc, je crois que ça sera également une belle soirée le mardi 16 mars. Voilà, Président, le mot de la conclusion, cette synthèse sur une intervention particulièrement dense et riche. Merci infiniment à François Houllier pour cette présentation. Je crois que vous nous avez parfaitement illustré la baseline de toutes vos slides. L'IFREMER des sciences océaniques, belle, utile et de plus en plus partagée. Donc, merci infiniment pour cette belle soirée de partage sur les sciences océaniques et l'IFREMER.